Je vais les voir aujourd'hui partager la scène avec des personnes merveilleuses. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Autant je suis devant, c'est pas parce que je suis spécial, c'est juste qu'aujourd'hui c'est moi qui suis devant et demain ça sera toi. Ces personnes me sont chères, mais je pense qu'à juste titre, ils ont des choses extraordinaires à partager avec nous, de par leur parcours. Je disais que l'échec, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur le plan de challenge de vie. Donc l'échec a plusieurs visages. Et parce que l'échec a plusieurs visages, moi j'ai un ami avec qui, je disais tout à l'heure, on a étudié ensemble depuis les humanités, on a évolué, et on a eu un peu des histoires assez similaires parce que moi, quand je finissais l'université, j'avais commencé, vous connaissez vos histoires, il faut aller en Europe, et puis après ça ne vient pas, et puis j'ai passé une année, j'avais déjà commencé l'université en médecine, et puis après j'arrête, et puis bon, finalement, je me retrouve que j'ai fait 3 ans loin de l'université, l'Europe n'est pas venue, mais j'ai perdu du temps. En même temps, je commençais à devenir complexé. Parce que, à côté des amis, c'était des langages de l'université. C'était Valve, Decana, première session, relevé des codes. Et du coup, c'est pas les vocabulaires que moi j'ai commencé à me sentir complexé. Et du coup, je devais aller à l'écart. Si bien que quand j'ai repris le courage pour recommencer les études, je me disais même que c'était en attendant. En attendant que voilà, les choses s'arrangent, je vais faire semblant d'être à l'université, mais en attendant, chaque année passée, mais finalement, mais quand je suis rentré à l'université, ceux avec qui j'avais eu les diplômes d'État la même année étaient en train de finir. Donc ils étaient en 2e licence quand moi j'ai commencé le premier graduat. Et il fallait beaucoup de courage, il fallait vraiment prendre cet échec comme une échelle pour pouvoir se regarder et se définir par soi-même. Et comme je disais, cet ami a une histoire assez similaire parce que lui, brillant autant que moi, je n'ai jamais repris depuis l'école maternelle. Je passais toujours en première session, même quand on m'exilait 2 semaines, je revenais, je faisais 80 ou 80 en mathématiques. Donc cet ami est brillantissime. J'ai eu cette grâce de connaître des gens intelligents. Mais il s'est retrouvé que dans son parcours à l'université, il a pu épuiser pour des circonstances. Et je voudrais vraiment que ce soit lui qui parle. Il n'aime pas trop parler. Et pourtant, c'est un ancien acolyte, ça veut dire qu'il parlait devant des gens dans des messes et tout ça. Est-ce que, sous vos applaudissements, je peux accueillir mon ami José Komolo, maître Lipon Aka? Je l'attends pour l'accueillir. Est-ce que vous pouvez l'accueillir? Je l'ai presque convaincu qu'il puisse parler, il ne voulait pas. Il dit non, mais tu sais, moi, ces histoires-là, ils prennent place. Il y a le micro à côté. Ces histoires-là, j'aime pas trop. Alors, l'hyposémie, une autre amie, très merveilleuse pour moi. Franchement, des fois, vous avez comme impression que vous avez des amis biologiques. Hein? Donc, je l'ai croisée dans des circonstances assez particulières. Elle et son mari, c'est vraiment un couple ami à moi. Mais seulement, la particularité, c'est que les jours qu'on devait se voir, elles sont revenues après plusieurs années passées à l'étranger, en Europe, et puis ils se sont dit, bon, sûrement avec l'appel de la diaspora peut revenir au pays et tout ça. Ils sont revenus, et comme ils appartiennent à un chapitre full gospel, ils devraient organiser un after work parce que depuis un moment, il y avait des organisations comme ça. Et on leur dira, la personne qui est mieux habilitée pour intervenir dans cet atelier, dans ce Eugène, et on leur donne le numéro. Donc les gens du chapitre s'arrangent de ne pas m'appeler, comme c'est les couples qui doivent organiser, donc les couples doivent se charger de me trouver. Mais on leur donne quand même mon numéro. Et c'est comme ça qu'on a pris rendez-vous. Après ce rendez-vous, j'étais au premier bol. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 15 minutes. Et finalement, la dame arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu une panne avec la voiture. Maintenant, comme ils étaient à 2, il fallait qu'une personne arrive et que l'autre reste avec la voiture pour trouver la solution. Et quand madame arrive, on fait connaissance en attendant que monsieur arrive, 10 minutes de plus, 20 minutes de plus, 30, et puis on essaie d'appeler. Donc il n'y avait toujours pas de solution, jusqu'à ce que nous avons fini notre réunion, monsieur n'était pas arrivé. Et finalement, on a eu cette activité, et c'est
le jour de l'activité qu'on s'est fait avec messieurs. On s'est apprécié mutuellement. Depuis lors, on est vraiment main dans la main. C'est un couple merveilleux. Ils ont des idées vraiment arrangées, pas des idées éparpillées, des idées arrangées, des idées très bien alignées et ils font des choses merveilleuses. Et depuis lors, on a commencé à collaborer. À la première édition des valeurs ajoutées, l'homme était là, Patrick, et la femme n'était pas invitée en Europe, mais depuis lors, il a pris sa revanche. Donc chaque fois qu'il y a valeur ajoutée, il est là. Ceux qui étaient là le samedi savent de qui je parle. Est-ce que vous pouvez accompagner avec des salves d'applaudissements pendant que mon ami Marie-Ange a commencé. Finalement, on va faire avec eux. Donc ce sont mes guests. On va vraiment parler. Elle est très professionnelle, elle n'aime pas que j'en parle, mais ceux qui étaient là savent que j'avais dit ici, regardez ça pour vous. Toute la stratégie de Carnaio, stratégie marketing, a été mise en place par LCL, la servomoteur de ce projet. Et après, elle a fait ça et puis elle est partie. Elle a l'art de démissionner comme moi. Moi, j'ai déjà démissionné 3 fois et demi dans ma vie. Alors, elle est partie. Maintenant, elle dirige sa propre entreprise Empreinte avec des bureaux merveilleux. Donc, sur ATT là. Et c'est avec eux qu'on va échanger sur la question de l'échec, mon échelle. Est-ce qu'on peut m'amener un autre micro pour Marie-Ange? Voilà, très bien. Alors, je vais devoir les laisser d'abord parler 5 minutes, et puis après je vais les relancer comme un talk show, comme si j'étais journaliste. Voilà, on va commencer avec Marie-Ange. Bonjour à tous. Alors, je suis Marie-Ange Lubeka Diatézoa et j'aime qu'on m'appelle Mal. Mal, c'est mes initiales. Lorsque vous m'appelez Mal, vous m'appelez par mon prénom, le nom de mon père et le nom de mon mari. Mal, toute mon identité. Enfin, du moins, tous les noms que j'ai portés de ma vie, en fait. Voilà. Donc, voilà. Je suis fondatrice et dirigeante du cabinet Empreinte Consulting. Empreinte Consulting est un cabinet, en fait, de consulting, enfin, de conseil, comme je viens de le dire, stratégique pour les entreprises. Donc, j'accompagne les entreprises dans leur stratégie de développement, d'organisation et éventuellement de management. Mais je fais en même temps aussi de la cogestion. De la cogestion, c'est lorsque vous êtes une entreprise, vous faites appel à une autre personne pour vous aider à diriger votre entreprise. Donc, de par toutes ces activités, je fais aussi de la formation et je suis aussi executive coach, comme mon ami est jeune, qui m'a donné l'opportunité d'être là cet après-midi. C'était naturel. Voilà. Maintenant, c'est le tour de Maître Libon. Je vais me mettre aussi à côté de lui pour qu'il ne puisse pas faire de timide. Alors, voilà. Bonjour à tous. Je vois qu'il n'est même pas que j'ai le micro. Je signale que sa femme est dans la salle et le regard de sa femme Non, elle m'encourage toujours. Donc, son regard me donne la force. Ok, voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Komolo. Joseph. Maître Lipon, c'est un petit nom que j'ai depuis l'école. Donc, ceux qui m'appellent comme ça, c'est ceux qui m'ont rencontré depuis que j'étais à l'école. J'aurai bientôt 42 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Et actuellement, je suis consultant. Je fais du conseil un peu dans ce qui est de finance et fiscalité. Donc je fais de l'assistance fiscale, du conseil en gestion et de l'assistance comptable, principalement. Bon, je suis détenteur d'un diplôme de licence en sciences économiques, même si, comme je vous le dirais tout à l'heure, c'était pas ce que j'avais prévu quand j'étais petit, mais bon. Voilà, brièvement, voilà. Parce qu'il a dit, je vais entrer dans le vif. Vous savez, vous avez de rêves, vous avez des visions, vous vous dites je vais faire ceci dans ma vie. C'était le cas de José. José ne rêvait que par devenir ingénieur, n'est-ce pas? Oui. Donc il se voyait ZIF et il ne pouvait pas conjuguer autre avenir que ça. Mais
Brillant parce qu'il savait qu'il avait les moyens de sa politique, ça veut dire qu'il était intelligent, il était déjà en 6e avant de faire les exétats, il enseignait déjà les mathématiques dans des écoles, et quand il a eu son diplôme d'État, il était professeur dans certaines écoles, mathématiques, physique, tout ce qu'il y a comme cours à caractère. Donc il avait les moyens de sa politique par rapport à ce qu'il avait comme rêve. Mais comme je l'ai démontré le samedi passé, il y a des éléments qui sont au-delà de nous et nous nous retrouvons dans des situations où nous avons comme l'impression que nous sommes impuissants. Et donc il s'est retrouvé dans une situation comme ça, où il n'avait pas d'autres cartes à jouer. J'ai pu voir en ces moments, et comme on dit à quelque chose, malheureusement, je crois que c'est même cette période-là, quand il suivait le même professeur, ils se sont rencontrés avec sa femme. Donc, alors, comment tu as vécu ça et comment tu t'es reconverti? Et aujourd'hui, je dis qu'il gagne bien sa vie, loin de sa carrière des ivres rêvés. Comment ça s'est passé? Bon, je vais faire un tout petit résumé de ce qui était mon parcours scolaire. J'étais difficilement deuxième ou troisième de la classe quand j'évoluais. Donc, généralement, quand on est parent, on dit aux enfants, j'étais. Mais c'était vraiment le cas pour moi. Donc, j'avais des bons résultats scolaires jusqu'à obtenir mon diplôme d'État avant que je n'aie 18 ans. Et je l'ai eu avec 72% en maths physique. Bon. J'étais très fort en mathématiques, j'étais très fort en physique. J'étais très fort en français également. Donc, j'avais tous les atouts pour faire les sciences qu'on appelait... quand on était classé parmi les premiers à l'école, on avait tendance à s'orienter vers les études entre guillemets difficiles. Et on appelait la philo, c'était pour les femmes. Oui. On avait des petites, oui, effectivement, on avait des petites vannes à l'école. Mais pourquoi lui, il est garçon, il est là en littéraire et tout ça? Nous qui étant scientifiques, on se prenait pour des petits génies. Bon, bref. Donc je finis les humanités sans avoir repris, sans avoir fait de repêchage, après avoir toujours réussi dans tous les cours. Donc je passais difficilement avec un échec dans une matière. Je fais le choix de faire la Polytechnique. Je me retrouve en pré-polytechnique. Pour la première fois, non seulement je fais des points que je ne voyais que sur les bulletins des autres, mais une mention qui te fait croire que, en fait, on dirait que tu es catapulté sur notre planète. Et les résultats de la première session en pré-polytechnique, à l'époque on appelait à journée totale. Voilà. C'est-à-dire que tu refais même les examens où tu as 19 sur 20, tu les refais à la deuxième session. C'était comme ça le système à l'époque. Je refais tous les examens et je suis quand même recalé. Donc je reprends la pré-polytechnique. Premier échec. Oui. C'était la toute première fois de ma vie que je devais reprendre une année où... Donc à la fin de l'année, je ne savais pas quoi dire à mes parents parce que, bon, généralement c'était « Mais pourquoi tu n'as pas fait 85 ? Pourquoi ?» Cette fois-là, c'était que non, je ne passe pas d'année, je dois reprendre l'année. Je change d'université et je change de ville. Je recommence en pré-polytechnique. Là, je passe en première session. Je vais en première année. Là encore, à la première session, à journée totale. C'est pas que j'étais idiot ou que... Non, je lisais les leçons, je comprenais bien, mais bon, je n'avais pas eu les résultats qu'il fallait. Et je reprends la première année. Donc, je reprends la première année, je passe en deuxième. Donc là, maintenant, je me retrouve pendant 4 ans, j'étais en deuxième tournure. Et puis tout d'un coup, je me dis non, les options qu'il y a à cette université, je ne me projette pas.
je vais changer d'option parce que à l'université, il y avait les mines et mécanique pour ceux qui faisaient la polytechnique. Je me suis dit, bon, je vais plutôt faire la construction, alors je viens à Kinshasa. Je m'inscris en deuxième graduat pour faire la construction. Là encore, première session, la première session, je tombe malade, je ne passe pas la session, je me dis non, je fais une session unique. Je fais la session unique, là non plus ça passe pas. Ça commençait un peu à me toucher sur le moral, parce qu'entre-temps, en Polytechnique c'est dur, mais vous avez des amis qui sont en droit, qui avancent, hein, qui sont en sciences de la communication, qui avancent, qui sont en sciences économiques, qui avancent. Bref, après 6 ans d'université, je me retrouve à avoir épuisé toutes les sessions en deuxième graduat. En Polytechnique. Comment tu vis ça? C'était très dur à vivre, vraiment très dur, parce que déjà j'avais du mal à accepter cela. C'est comme si tu commences à te dire, c'est que j'étais pas vraiment intelligent, ou qu'est-ce qui se passe, c'est pas fait pour moi. Tu commences à développer un certain complexe et tu perds confiance en toi de plus en plus. Mais en même temps, parallèlement, un certain, je peux dire, acharnement où je me dis, non, à tout prix, moi je ne peux pas accepter la défaite, je dois. Je commence à trouver des stratagèmes. Et là, on me conseille d'aller d'abord à l'IBTP, faire deuxième, troisième grade de l'IBTP, et puis rentrer faire un examen de passerelle pour recommencer à partir de la troisième année en Polytechnique. J'étais déterminé à le faire, je suis allé à l'IBTP, j'ai pris l'inscription. Seulement, lorsqu'ils ont analysé mon dossier, ils m'ont demandé de refaire le premier graduat. Là, je me suis dit, non, je ne vais pas faire 3 fois la même promotion, quoi qu'il en soit. Et c'est là que certaines fois commencent à me dire, mais il y a l'économie, il y a... Je ne voulais pas tout écouter, mais pendant ce temps-là, mes amis qui étaient en économie étaient en train de préparer leur défense de mémoire pour la licence. Parce que ça faisait 5 ans, 6 ans pratiquement. Et j'étais pas convaincu. À vrai dire, moi-même, j'étais pas convaincu. Pour la petite histoire, j'ai rencontré mon épouse en Polytechnique. Donc, pendant ce temps-là, on était encore copains-copines, on peut dire. Mais on partageait nos projets. Elle a vu comment j'ai épuisé et c'est elle qui a commencé un peu à me pousser à aller faire des études en sciences économiques. Et j'étais pas très convaincu. À vrai dire, c'est elle qui a pris pour moi l'inscription à la faculté. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Donc l'échelle est là, mais il faut placer l'échelle. C'est madame qui prend l'échelle, qui place. Donc voilà, elle prend pour moi l'inscription. Je me dis, bon, je peux quand même le faire. J'entends les célibataires dire ici, il faut une femme comme ça. Minimum une femme qui donne l'échelle. J'y vais sans conviction. Je me dis, bon, après tout, j'ai besoin d'un diplôme universitaire, donc j'y vais. Première année, je passe en première session. Deuxième année, je passe en première session. Troisième année, je passe en première session. Bon, la mayonnaise... Ça devient facile. Oui, la mayonnaise prend, et je me rends compte, au fait, que c'était un peu plus facile, parce qu'il y a certains atouts ou certains... Ton passage en Polytechnique. Voilà, oui, ça m'a aidé pour certaines matières. Par exemple, je n'assistais pratiquement pas aux cours de mathématiques, mais j'avais la meilleure cote. Donc ça m'aidait quand même. Et c'était un cours à grande pondération. Donc, certains cours, je n'avais pas forcément besoin de me tuer à la tâche pour avoir des bonnes notes. Donc ça m'a un peu aidé. Mais le problème, c'était
la reconversion et me projeter ce que je ferais avec mon diplôme de sciences économiques, parce que ce n'était pas fondamentalement ce que je voulais faire. Et ça, même en termes de choix d'options, jusqu'aujourd'hui, j'ai fait une option qui me sert pas à grand chose. J'ai fait l'économie rurale. Ça ne me sert pas à grand chose, pas en termes de connaissances, mais en termes de ce que je fais comme métier actuellement. Je suis dans la comptabilité, dans le conseil. Je garde peut-être la logique que j'ai apprise dans le raisonnement, dans les études en polytechnique, et le fait que j'étais suffisamment outillé en mathématiques, parce que pour être bon comptable, il faut avoir une bonne logique, il faut aussi être bon en chiffres. Donc je pense que ces deux choses-là, ça m'aide dans mon travail actuel, mais dans l'orientation vers... Quand tu te fais une projection de ce que tu feras après tes études, c'était encore un peu flou à l'époque. Mais au moins, après une période assez normale, je me retrouve avec mon diplôme en sciences économiques. Et curieusement, j'ai pas eu du mal à trouver du travail, parce que c'est déjà en dernière année que les banques commençaient à piluler et les banques venaient recruter dans les universités. Et bon, j'ai eu la chance de passer par les mailles des recrutements sans beaucoup de difficultés, parce que là encore, c'était des tests de mathématiques, les tests de comptabilité. Parfait. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Son diplôme n'est pas trop dans ce qu'il fait. Alors, toi, c'était comment? Et avant qu'il finisse, il est recruté parce qu'il est en dernière année, quand il y a l'afflux des banques. Est-ce que toi, c'était facile? Toi qui as accumulé des diplômes en Europe, comment ça s'est passé? Donc, parle-nous dans le milieu professionnel. Alors, lui, c'est l'expérience de l'échec dans le choix de carrière, dans son parcours académique. Alors, contrairement à toi et monsieur, moi, j'étais pas hyper brillante quand j'étais super jeune, on va dire. D'accord? Donc, j'ai vraiment... Ça, c'est selon ce que l'école disait. Pardon? Selon ce que l'école disait. Selon ce que l'école disait. Mais bon, on va dire que à l'école primaire, jusqu'au début de l'école secondaire, j'étais une élève très moyenne. D'accord? Alors, lorsque je suis arrivée en Europe, moi quand j'étais au Congo, avant d'arriver là-bas, j'avais toujours de notes autour de, allez, on va dire 55%, 60%, je ne montais pas, hein, c'était très moyen. Parce qu'en fait, par après, j'ai découvert que je n'étais pas travailleuse. Je suis devenue brillante parce que je commençais à travailler. D'accord? C'était pas naturel au départ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Juste une petite anecdote par rapport à l'échec, ensuite je vais rebondir. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis arrivée en Europe, pour entrer à l'école secondaire, c'est-à-dire le collège, donc il faut faire un test. Je venais d'arriver, j'ai fini l'école primaire ici, il faut faire un test pour être accepté. Et en général, quand on vient d'Afrique ou dans d'autres pays qu'on arrive en France, en général, les enfants échouent à ce texte parce que ce texte est très français, on va dire. Il faut vraiment avoir le vocabulaire de l'école primaire de la France pour comprendre ce texte-là. Alors, j'ai passé ce texte et je l'ai eu. Ce qui était extraordinaire, tout le monde en parlait. D'accord? Parce que j'étais dans un milieu congolais et tout le monde disait « Ah, Mona Jackson a eu test. » Vous voyez le genre? Parce qu'eux aussi avaient leurs enfants qui arrivaient. Et donc quand je suis arrivée, donc j'étais hyper contente de moi, très fière de moi. Et en ce moment-là, je commence mon année du collège, qui est ma toute première année que je fais en Europe. L'échec. J'échoue. Pourtant, j'avais eu le texte. Et cette année a été très difficile pour moi. Donc c'était la première fois de ma vie que je redoublais. Avant, moi, j'avais pas de 80%, mais je redoublais pas. Et là, je redouble. Et la toute première interrogation qu'on fait, c'est dans ma classe d'anglais. C'est une dame qui m'a marqué à vie, qui a été une échelle pour moi. Donc elle s'appelle Madame Murassiol. Donc elle me donne ma copie, j'ai 12. Elle me dit, mais tu ne peux pas avoir 12. Parce que toi, tu reprends cette classe. Tu sais, tu devrais avoir plus. Et puis je dis, pourquoi? Elle me dit, bah là, ça se voit que tu n'avais pas travaillé. Donc en ce moment-là, elle a mis une graine dans ma tête qui disait, travailler. Donc, à compter de ce jour-là, j'ai commencé à me dire, maintenant je vais commencer à travailler. Et c'est en travaillant, que je suis devenue très bonne. Et que je commençais à être la meilleure de ma classe. Est-ce qu'on peut applaudir? Excusez madame. Murassiol. Madame Murassiol. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à
à travailler. Et c'est comme ça que j'ai continué tout au long de mon parcours et que là, maintenant, je commençais à briller. Alors, moi, pareil, je fais des études, je suis bardée de diplôme, je vous passe les détails, mais j'en ai beaucoup. Et donc, je commence, je finis, et que j'ai toujours été applaudie, du coup, parce que tout le monde disait, reconnaissez le fait que Marie-Ange soit travailleuse, qu'elle est acharnée, qu'elle va jusqu'au bout de chaque chose. Là, je finis, personne ne m'embauche. Pourtant, en stage, ça se passait très bien. En stage, tout le monde était là, tout le monde voulait m'avoir dans son équipe, c'était génial. Si je faisais un stage de 2 mois et qu'après il y avait les vacances, on me retenait, c'était vraiment génial. Et les mêmes qui te retenaient en stage ne veulent pas te retenir après. Voilà, donc quand c'est fini, après, là, j'ai mes diplômes, je suis contente, je me dis, ça y est, c'est parti, tout le monde va m'appeler, tout le monde va vouloir me prendre, il ne se passe rien, plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui a vécu pareille chose? Tu finis, tu penses que tu vas avoir du boulot, mais tu commences à battre le pavé. Qui? Docteur Chris? Ah bon, voilà, c'était là. Donc c'est une situation que plusieurs personnes ont vécue ici, c'est pas toujours évident. Bon, moi j'étais quand même épargné, j'étais un peu comme lui. J'ai eu mon vrai premier boulot pendant que j'étais dans la dernière année d'université. Engagé par un organisme canadien et ça se passait plutôt bien. Alors le pire c'est quoi? C'est que je passe des entretiens. Le problème c'est pas les entretiens parce que j'en passe plusieurs. Quand j'envoie mon CV, j'y vais, ça se passe hyper bien. Mais à un moment donné on me dit mais vous avez quand même beaucoup de diplômes, vous êtes sûr que vous voulez de ce poste-là? On a peur que vous vous ennuyiez. Oh, je cherche du boulot. Donnez-moi n'importe quoi, je veux faire quelque chose, je ne vais pas m'ennuyer, je vous assure. Je me limiterai à ce que vous me dites de faire. Alors, ça a continué comme ça pendant X temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant ce temps, je me suis dit, soit je m'arrête là, je me mets à pleurer, ou pire, je level down, comme on dit en anglais, donc je cherche quelque chose de très bas, ou soit je ouvre mon esprit et je cherche encore plus de connaissances. Parce qu'au final, tout comme monsieur, finalement, on ne travaille pas toujours dans le domaine dans lequel on a été diplômé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Je trouve un travail qui ne m'intéresse pas beaucoup. On m'envoie à Londres pour faire responsable marketing d'une marque française qui s'appelle Chloé, une marque de luxe. Donc, je me retrouve à Londres dans un grand mall et tout qui s'appelle Selfridges. Alors là, je dois m'occuper des sacs. Tout au long de la journée, je dois faire la promotion de ces sacs, les photos, trouver les mannequins qui vont promouvoir ces sacs et tout ça, promouvoir l'équipe qui est à l'intérieur. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Et je rencontre une amie qui, elle, était en banque. Elle me dit, moi aussi je suis installée à Londres en ce moment et dans ma banque, qui est une banque française installée à Londres, on cherche une native French. Donc la native French, ça veut dire ils veulent quelqu'un qui parle français au niveau comment traduire native French? Au niveau de langue maternelle. Voilà. Donc je lui dis, prends mon CV, va avec, on verra bien. Donc elle va avec le CV, ils sont super intéressés, mais seulement voilà, moi j'ai pas d'expérience en finance. Je n'ai jamais fait de finance avant. Alors je vous ai dit que je suis bardée de diplômes, j'ai tout fait sauf finance, médecine et droit. Le reste j'ai fait. D'accord? Donc là, je me retrouve, on cherche quelqu'un qui doit faire du trade. Alors j'y vais là-bas, je rencontre une dame très gentille, elle me dit, écoutez, vous avez beaucoup de bagou, mais vous ne pouvez pas, en fait, vous n'avez pas de background en trade. Et je lui ai dit, prenez-moi, vous ne serez pas déçus. Vraiment, prenez-moi. Essayez-moi juste 2 mois, 3 mois, et puis vous verrez. Donc c'est à ce moment-là que l'apprentissage a joué un grand jeu. J'ai dû renaître, oublier tout ce que j'avais appris. J'avais fait une école de commerce. J'avais un master 2 en lettres modernes. Je devais oublier tout ça. Là, je devais tout recommencer. Dites-vous, je vous ai dit que j'ai pas fait de finance. Donc, j'avais aucune notion, mais aucune notion de finance. Ce soir-là, quand elle m'a dit, je sais pas, je vais y réfléchir, je vous appellerai. Le soir même, je suis partie voir c'était quoi le trade. Je devais savoir, au cas où elle me rappelait. Exact. Il faudrait que je sache de quoi il s'agit. Et j'ai commencé à travailler.
à travailler, à essayer de comprendre, Et j'ai commencé avec le trade, j'ai commencé directement à vendre du hard. Le hard, c'est le pétrole, le colbac, le cuivre, toutes ces choses-là, les métaux qui sont super lourds, c'est-à-dire que c'est des dossiers où il n'y a jamais moins d'1 million d'achats. Donc c'était vraiment très lourd. Pour dire que, pour moi, en fait, l'échec m'a permis d'ouvrir mon esprit à autre chose. Très bien. Et l'échec m'a permis pour la première fois, mais pour la toute première fois, à découvrir que j'étais travailleuse, que je devais travailler. Si je voulais avoir 80%, je devais travailler. Avant, voilà. Je me contentais de mes... Allez, 55, 60, c'était bien. Voilà. Alors, monsieur, qu'est-ce que ce parcours t'a inspiré? Je sais que tu n'es pas coach, tu n'es pas motivateur, mais tu peux dire de ce parcours, en regardant ce participant, qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, ce que je peux dire pour peut-être inspirer d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation que moi, c'est que il faut bannir l'abandon en fait de son esprit. Dès que tu te mets en tête que tu vas abandonner, en fait, tu conditionnes tous tes actes, toutes tes pensées, tout ce que tu vas faire vers l'abandon. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux donner. La deuxième chose, c'est que tu laisses ton esprit ouvert à ce que tu peux apprendre en dehors de ce que tu penses que c'est ce que tu devrais apprendre. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Donc, laisse ton esprit assez ouvert pour apprendre en dehors de ce que tu penses que c'est ce que tu devrais apprendre. Donc, moi je me disais que je serais ingénieur ou rien. Et aujourd'hui, vous pouvez tout me donner, pour rien au monde, je ne rentrerai faire des études de polytechnique. Ça, je peux vous l'assurer, parce que peut-être ayant rencontré des personnes évoluant dans plusieurs milieux, j'ai comme l'impression, et ça c'est mon point de vue personnel, que je vais me faire souffrir mon cerveau, faire souffrir mon corps, et en termes de rémunération, après, ça ne sera pas équivalent. Donc je n'encouragerai pas mes enfants à aller faire de polytechnique. Il faut les laisser libres. Oui, mais quand même, je n'aimerais pas qu'ils vivent les mêmes échecs que moi. Donc je lui dirais, écoute, c'est bien beau. Tout à l'heure, je vais répondre à cette question quand je vais faire mon... Je leur dirais, c'est bien beau. Et je pense peut-être que c'est le manque des bons conseils en orientation qui désoriente, permettez-moi la tautologie, certains élèves. Parce que souvent, on n'a pas du tout de conseils, et entre amis, on se dit, celui qui a fait 80% va en médecine, alors qu'on peut faire... Et on se moque de l'agronomie, voilà. Surtout qu'en Lingala, si on veut insulter quelqu'un, nous avons mis la main. Voilà. Donc, on peut très bien avoir eu des très bonnes notes en mathématiques, mais demain, être un très bon juriste. Ah oui. Mais à l'école, en fait, on est souvent, il a des bonnes notes en français, donc forcément, en médecine, c'est pas son domaine. Donc on a généralement ce problème d'orientation, et un autre problème qui est peut-être structurel, qui n'a rien à voir avec les capacités des personnes, c'est que généralement, on est dans un système qui nous oriente vers des études qui ne nous donnent pas les solutions dont la société a besoin. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Avant que je l'énumère tous deux, je voudrais savoir quelle leçon a tiré Marie-Ange de cette expérience. Et maintenant qu'elle est revenue au pays, voilà comment tu as combiner cela. Et je sais que contrairement à lui, Limo qui est un peu timide, toi tu es coach, tu formes les gens. Allez,
crache le morceau, parle aux gens. Alors, du coup, pour ma part, je dirais, ça m'a permis de faire ce que je fais actuellement. Alors, je vous ai dit que je faisais de la co-gestion pour certaines entreprises, que je fais de la stratégie. Donc, j'ai tellement vu de choses. Mon parcours est tellement atypique que cela me permet aujourd'hui de pouvoir être la personne que je suis. C'est-à-dire qu'on arrive avec un projet, je suis capable de voir ce projet sur tous les aspects possibles, les angles. Sur le plan économique, je peux gérer, le marketing, je peux gérer, la gestion même du capital humain d'une entreprise, je peux gérer. Pourquoi? Parce que j'ai fait plusieurs choses. Des choses que j'avais considérées comme étant des échecs auparavant ne le sont pas maintenant. Et lorsque je suis limitée, maintenant que je sais que je suis travailleuse, je veux tout simplement travailler le domaine dans lequel je suis limitée et je donne du résultat. Donc voilà. Parfait. En tout cas, merci que vous êtes levé avec moi. Voilà. Comme je le disais, j'ai eu 2 invités. Oui, il faut venir. J'ai eu 2 invités, Marie-Ange et José. Une expérience de choix dans le parcours académique, où finalement il s'est reconverti. Une expérience de battre les pavés après avoir accumulé des diplômes, et pas trouver du travail immédiatement. C'est avec eux que nous avons échangé sur ces sujets avant que je n'entre dans le vif, pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de comment surmonter l'échec et ses effets miroirs. Est-ce qu'on peut applaudir Marie-Ange?